Les mairies, c'est vraiment un échelon essentiel pour changer la vie des gens. C'est des choses, des fois, dont on n'a même pas conscience, et pourtant, c'est le quotidien, c'est comment on se déplace, c'est comment les enfants sont pris en charge. Ce qu'on propose, c'est la gratuité immédiate de la cantine scolaire pour les familles modestes, pour les familles qui sont en difficulté. Le fait de garantir à chaque enfant de pouvoir manger à la cantine le midi, c'est déjà un gain énorme en termes de qualité nutritionnelle. On est bien dans une continuité du nouveau Front populaire, et donc on invite à toutes ces personnes qui se sont mobilisées en 2024 pour que ce programme puisse être arrivé au pouvoir à l'Assemblée nationale, à se mobiliser à nouveau pour qu'il puisse être décliné au niveau municipal. D'où l'importance de cette élection. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au local de campagne de la France Insoumise à Angoulême. Je suis Morgane et j'ai l'honneur de présenter ce nouvel épisode de la Cagouille Insoumise, spéciale élection municipale à Angoulême. L'élection municipale aura lieu dans quelques mois, en mars 2026. Nous voterons pour élire nos prochains conseillers municipaux le 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le second. N'oubliez pas de vous inscrire sur la commune ou de vérifier votre inscription sur les listes électorales et surtout de faire passer le mot autour de vous. Pour en discuter aujourd'hui, je suis avec Mathieu Dusseigne, co-chef de file de la France Insoumise pour l'élection municipale avec Sarah Amrani. Bonjour. Ainsi que Aileen Schex et Anthony Brondel, tous deux coordinateurs du programme de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, l'élection municipale, qu'est-ce que c'est plus précisément ? Alors, la première chose la plus importante, c'est qu'il s'agit aux élections municipales d'élire le conseil municipal. Donc à Angoulême, c'est 43 élus. C'est important de le préciser puisque souvent on pense que l'élection municipale, c'est simplement élire un ou une maire. Et donc nous, on a vraiment envie de préciser aux gens à vous qui nous regarderez, que là, pendant cette élection, il faudra être vigilant à élire une équipe. Ensuite, qui aura la responsabilité à la première réunion du conseil municipal de désigner celui ou celle qu'on appellera le président du conseil municipal, qui sera donc le ou la maire. Il faut aussi rappeler que l'élection municipale, elle a un impact aussi sur ce qu'on appelle les communautés d'agglomération, puisqu'il y a un certain nombre d'élus par commune dans une agglomération, donc là, ici, dans le Grand Angoulême, qui siégeront dans ce qu'on appelle le conseil communautaire, qui a aussi un certain nombre de compétences qui ont un impact direct sur notre vie quotidienne, comme par exemple les transports. C'est une élection comme beaucoup d'autres élections qui se passe à 2 tours. Donc un premier tour avec toutes les listes qui participent et concourent à l'élection, et puis ensuite les listes qui ont fait plus de 10% peuvent se maintenir au second tour, ou alors avec les listes qui ont fait plus de 5%, elles peuvent fusionner pour constituer une liste unique au second tour. Et ouais, comme le disait Mathieu, c'est vraiment important d'insister sur cette notion d'équipe municipale parce que la mairie gère beaucoup de compétences qui ont trait au quotidien des gens. Par exemple, c'est la mairie qui a la responsabilité des écoles maternelles et élémentaires. Elle a également la responsabilité sur la voirie, des compétences sociales avec les CCAS. Donc c'est vraiment des compétences très locales et très quotidiennes pour les gens. Avec en plus une petite subtilité concernant les communes, qui est la clause de compétence générale, qui permet en fait aux communes de prendre des compétences qu'elles n'ont pas, on va dire, de droit. C'est des compétences un peu optionnelles qu'elles peuvent se réserver le droit de prendre et qui concernent absolument tout, sauf les compétences qui sont le monopole de l'État, de la région ou du département. Par exemple, une mairie peut avoir une police municipale, mais n'a pas de compétences en termes de police nationale. Donc c'est là qu'on voit que les mairies, c'est vraiment un échelon essentiel pour changer la vie des gens, parce que c'est des choses, des fois, dont on n'a même pas conscience, et pourtant, c'est le quotidien, c'est comment on se déplace, c'est comment les enfants sont pris en charge, comment on vit aussi au quotidien dans sa commune. Donc voilà, c'est d'où l'importance de cette élection. Oui. Alors cela fait depuis janvier que vous êtes sur le terrain pour préparer les municipales. Pourquoi êtes-vous parti aussitôt ? Pourquoi avez-vous commencé aussitôt tout ce travail sur les municipales ? En fait, ça tient à notre vision en fait de comment faire de la politique. Pour nous, une élection, c'est pas seulement une occasion de faire élire des gens, c'est aussi un travail de fond pour la construction d'un programme à partir des besoins des gens. Et c'est peut-être d'autant plus vrai dans une élection municipale qui, comme je disais, concerne vraiment des choses très concrètes pour les gens.
Donc c'est un travail de long terme qui suppose d'aller à la rencontre des habitants, de l'ensemble des habitants de la ville, peu importe où ils habitent. Et ça implique beaucoup d'actions différentes. On pense notamment aux porte-à-porte, qui sont très importants dans le cadre des enquêtes dont on reparlera, des distributions de tracts, sur les marchés, dans les boîtes aux lettres, pour aussi faire monter la conscience chez les gens qu'il va y avoir une élection et que c'est important, et également pour permettre leur implication. Parce que c'est pas 2 semaines avant l'élection qu'on va leur demander leur avis. C'est vraiment un travail en amont pour nourrir le programme. Et ça nous permet aussi de constater des difficultés, des problématiques qu'ont certains habitants, dont nous, forcément, en tant qu'individus, on a nos vies, on a nos réalités. Et il y a des personnes qui habitent des fois dans des quartiers différents des nôtres, qui vivent des choses au quotidien. Et c'est l'occasion de faire remonter ces problématiques-là. D'où l'intérêt de partir, on va dire, beaucoup en amont de l'élection et commencer le travail programmatique assez tôt. Ok. Et donc, à ce propos, quel bilan est-ce que vous avez tiré? Donc, vous avez parlé de porte-à-porte, d'enquête citoyenne. Quel bilan est-ce que vous en avez tiré de ces enquêtes? Alors, comme Aileen vient de le dire, ça a été un long travail, notamment de porte-à-porte dans les différents quartiers de la ville d'Angoulême. On a mis aussi à disposition la possibilité des habitantes et des habitants de nous contacter via un formulaire sur notre site internet qui s'appelle angoulêmeinsoumise.fr. Et donc, à partir de ces deux travaux, on a eu 600 remontées de terrain concernant effectivement des choses à améliorer, des choses qui posent problème dans les différents quartiers où vivent les habitants, mais également sur le projet qu'on pourrait porter pour l'ensemble de la ville. C'est allé de pair avec un autre travail qu'on a mené, celui d'aller vers les associations qui se mobilisent sur différents sujets à Angoulême, et aussi sur des acteurs de terrain divers et variés qui pouvaient nous apporter une expertise pour que notre programme soit plus connecté à cette réalité de terrain. Ce qui revient, c'est clairement une envie de changement. On l'a remarqué notamment parce que à certains moments, alors que même on n'allait pas vers certaines personnes, ces personnes sont venues vers nous en nous apportant directement leurs doléances, en nous disant nous voulons que ça change, et sur un certain nombre de points, nous voulons que vous vous engagiez dans votre programme à faire ces différentes choses. Donc ça a été quelque chose qui a été très encourageant pour nous. Peut-être aussi rappeler pour terminer sur ce bilan de cette première phase, rappeler que souvent on entend un peu ce discours, je pense que vous l'entendez aussi, que les gens sur le terrain diraient la politique ça sert plus à rien, tout se pourrit. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est encore plus peut-être au niveau local, que au-delà d'un rejet de la politique, c'est plutôt un niveau d'exigence dont les gens témoignent, un niveau d'exigence vis-à-vis de la manière de se comporter des élus et de la manière aussi de respecter ses promesses faites pendant la campagne électorale une fois qu'on est élu. Pour aller un peu plus loin sur ce que disait Mathieu et compléter, on a remarqué durant les enquêtes de terrain, il y avait pas mal de gens qui nous disaient il y a un problème avec la mairie, on pointe des problèmes, on ne les écoute pas, les gens ils se sentaient parfois, c'est un mot qu'on a pas mal entendu, méprisés. Et du coup on s'est dit, là il y a un souci de démocratie, de la manière de comment fonctionne la mairie, et si on commençait finalement un premier acte, une première rencontre, une première discussion, des premiers échanges autour de cette question-là. C'est-à-dire comment réconcilier le lien entre la population et les gens qui sont censés la représenter. On s'est dit que c'était quand même quelque chose d'assez essentiel. La mairie à Angoulême, en fait, elle a un mode de fonctionnement un petit peu comme ce qui se passe au niveau national avec Macron, c'est-à-dire que tous décident dans un petit cercle et finalement, on n'écoute pas les revendications de la population. Quand on voit par exemple que l'adjoint au sport il démissionne en disant que tout est décidé dans le cabinet du maire et que lui, en tant qu'adjoint au sport, il n'a pas la sensation de prendre des décisions au sein de la mairie, de ne pas être suffisamment consulté, y compris sur les dossiers dont il a la délégation. Là, on se dit que quand même, il y a un problème. Et il
il expliquait également que lui, il portait certains projets, notamment dans les quartiers populaires. Je pense par exemple à la tribune dans le stade de Bassaux. Il disait, bon là, il y a un enjeu, et de l'UNES, voilà, il y avait une demande de la part de la population, et sauf que dans les choix budgétaires qui étaient faits, tout est fait en fait pour une certaine partie de la population et pas pour les catégories les plus populaires. Pour aller toujours dans ce sens-là de macronisme municipal avec Xavier Bonnefond, y compris au sein de la droite, il y avait des gens qui disaient stop, ça suffit. Ça nous a semblé assez important de partir de la démocratie, de se poser la question comment on fait pour impliquer la population. Et c'est pas seulement un slogan quand on dit ça, parce que si jamais on n'implique pas la population, si on n'écoute pas la population, si on part pas des besoins de la population, et ben finalement on va voir une forme de déconnexion et finalement le rôle du politique il s'oublie puisqu'il règle pas les problèmes qui se posent. Donc ensuite, ce que vous avez fait, c'est que vous avez présenté une charte éthique et de gouvernance et 9 engagements pour les représentants, justement, vous en parliez, au service du peuple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Oui, donc l'objet de cette charte, c'est de justement réfléchir comment on fait pour mieux impliquer la population, pour mieux organiser la démocratie dans la commune. En début de mandat, on va commencer à discuter de ce qu'on appelle le règlement intérieur du conseil municipal. C'est à ce moment-là qu'on va décider quelles sont les compétences du conseil municipal qui vont être confiées au maire. Et là, souvent, le maire concentre tous les pouvoirs et donc ensuite, il se passe exactement ce qui s'est passé là avec Xavier Bonnefond, d'où la démission de l'adjoint au sport. Autre petits exemples de points qu'il y a dans cette charte, il y a l'idée de donner des droits à l'opposition, notamment tout ce qui est droit d'amendement. Il y a comment on organise mieux la participation et le contrôle des citoyens de manière à ce que les projets ne puissent pas se faire sans consulter à minima les citoyens. Dans cette charte, il y a aussi la charte d'anticorps, c'est-à-dire tous les éléments de manière à lutter ou à prévenir les risques de la corruption. Il y a aussi dans cette charte l'idée de baisser les indemnités du maire. Par exemple, le maire, on voit qu'il cumule plusieurs mandats. Nous, on ne trouve pas ça sérieux quand on gère une ville comme Angoulême. Il faut se concentrer pleinement à son mandat. Et y compris, le cumul, c'est pas seulement géré à travers les pouvoirs, mais y compris à travers les indemnités. Et nous, c'est pas notre conception de la vie politique. Globalement, pour résumer la charte. Il y a quelque chose, qui tenait vraiment à cœur aussi aux personnes qui sont venues participer à la réunion ouverte à toute personne, même hors France Insoumise, qui souhaitait travailler avec nous à l'écriture collective de cette charte. Ces personnes-là, elles ont témoigné d'un attachement vis-à-vis du référendum d'initiative citoyenne aussi, qu'on peut citer, je pense. Donc c'est la capacité pour les citoyens, non pas seulement d'être dans d'être consultés, mais aussi de participer à la proposition politique. À l'heure actuelle, sur Angoulême, la France Insoumise n'a pas d'élu au conseil municipal, mais ça ne vous a pas empêché de peser sur des délibérations qui concernent la commune. Donc je pense à 2 sujets en particulier qui ont révolté beaucoup d'habitants. Donc premièrement, le projet d'incinérateur et ensuite le projet d'implantation d'un McDo du côté de l'UNES. On est un collectif ici à la France Insoumise et beaucoup dans ce collectif considèrent que ce qu'on attend de nos élus, c'est de défendre l'intérêt général par tous les leviers, tous les moyens qu'ils ont à leur disposition. Et ça, on estime qu'on peut le faire au sein du conseil municipal, mais on peut aussi le faire en dehors. Et c'est vrai que nous, en tant que collectif, et on a aussi travaillé comme ça avec notre député René Pilato, c'est notre ADN, c'est notre méthode. Donc l'exemple de l'incinérateur, il est intéressant puisque on a appris comme tout le monde la volonté du syndicat de gestion des déchets Qualitum de construire un incinérateur d'assez grosse dimension sur le territoire d'Angoulême, comme tout le monde par la presse. On a été informé par le collectif qui s'est formé à l'occasion, qui s'appelle COSIP, et on s'est demandé quel pouvait être notre rôle dans tout ça. Et je pense que ce qu'on a participé à faire, ça a été d'informer au maximum la population, donc par la diffusion de tracts, par la réalisation d'une émission de la Cagouille Insoumise, qu'on incite du coup les personnes qui nous regardent d'aller regarder, pour avoir plus de détails sur cette question, par aussi la réalisation d'une pétition que nous avons fait signer dans les différents quartiers de la ville, puisqu'on estime que les habitants sont les premiers concernés s'il y a ce type de projet potentiellement polluant qui est construit dans leur commune. Ça a été également de relayer la parole des collectifs,
puisque c'est eux les lanceurs d'alerte à l'origine. Et ça a été peut-être, on peut dire, dans un dernier temps, de proposer autre chose, on fait de la politique, donc c'est de proposer une alternative. De parler, par exemple, de mettre des budgets sur le zéro déchet, par exemple. Oui, tout ça, ça montre en fait qu'à la France Insoumise, on creuse les dossiers quand on choisit de s'impliquer dans une lutte, de dénoncer quelque chose que les habitants nous font remonter. Et ça, pour donner un autre exemple par rapport à une lutte un peu plus récente, comme tu disais, le projet d'implantation d'un McDonald's à Lunès, à côté du Leclerc. Bon, c'est une alerte qui a été lancée dans la presse. Et j'ai envie de dire, malheureusement, on a été la seule force politique, je dis pas la seule force tout court, hein, parce qu'il y a aussi eu des parents d'élèves, des professeurs du lycée voisin qui se sont mobilisés. Mais en termes de force politique, nous avons été bien seuls à dénoncer ce projet et à donner les arguments politiques qui font que nous refusions ce projet. Donc, et en plus de ça, à mobiliser les habitants sur le sujet. On a distribué une lettre aux habitants du quartier pour les informer, puisque tout le monde ne lit pas Charente Libre, bien malheureusement. Surtout, comme disait Mathieu, on a essayé d'activer tous les leviers pour mener cette lutte. Et ça amène à se poser des questions sur beaucoup de sujets, sur l'aménagement du territoire. Et ça nous a poussé notamment à nous pencher sur le plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, pour savoir effectivement cette zone, où est-ce qu'elle en était dans le PLUI, est-ce qu'elle était bien constructible, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de s'en servir comme levier pour empêcher cette construction. Donc tout ça, c'est un travail vraiment de fond qui nous a amené justement à inviter les habitants à participer à l'enquête sur le PLUI. Donc ça, c'est vraiment notre manière de fonctionner, c'est vraiment d'activer tous les leviers et surtout de favoriser l'engagement collectif dans les luttes. Et ça montre aussi quelles alternatives on veut donner. Parce que c'est bien beau de toujours être contre. On était contre l'incinérateur, on était contre le McDo, mais on est aussi capable, et il le faut, de promouvoir des alternatives. Et là, c'est un troisième exemple que peut-être on peut évoquer sur le Festival international de la bande dessinée, où il y a plusieurs associations, collectifs, syndicats, d'artistes, de travailleurs de la culture qui se sont mobilisés contre la vision de la culture que promeut ce festival international qui fait la renommée d'Angoulême, mais qui malheureusement reste très inaccessible, y compris pour les habitants même d'Angoulême, de par son implantation géographique, le prix de son entrée, tout ça. Donc, ce que nous avons fait lors du dernier festival, donc édition 2025, c'est que non seulement nous avions apporté des arguments politiques pour dire, voilà, ce festival, les acteurs de la culture sont justifiés dans le fait de le critiquer, mais en plus, on a mené des actions, notamment des gratiférias, donc des distributions gratuites de bandes dessinées dans 2 quartiers populaires d'Angoulême. Donc ça montre que non seulement on est capable de dénoncer quand il le faut, on est capable de mobiliser pour mener ces luttes et capable aussi de montrer quelle alternative on peut faire, sachant que, comme disait Mathieu, pour l'instant, on a 0 élu et pourtant on est déjà capable de faire ce travail-là, de montrer qu'un autre chemin est possible. Donc c'est pour ça qu'on cherche désormais à concrétiser ça en obtenant le plus d'élus possible et si possible la majorité au conseil municipal. Ça serait bien. Alors Mathieu, tu as parlé de René Pilato, je voulais revenir dessus. Il a été élu donc député avec la NUPES puis avec le Nouveau Front Populaire. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi pas poursuivre dans cette dynamique d'union pour les élections municipales d'Angoulême ? En effet, c'est très important de rappeler le contexte des 2 élections de René Pilato. Avant tout, pour rappeler que c'était des moments de forte mobilisation, et notamment sur la dernière législative, où les gens qui sont venus mais vraiment en masse nous aider, des gens qui n'avaient jamais milité avant, l'ont fait. Pourquoi ? Par angoisse de la montée de l'extrême droite, de son arrivée potentielle au pouvoir, et c'est ce qui les a mis dans la lutte à ce moment T.
représenter. Et donc toutes ces personnes-là qui sont venues nous aider pendant l'élection législative, on les appelle à continuer à se mobiliser, y compris pour ces élections-là, qui peuvent sembler, on va dire, la menace de l'extrême droite est peut-être plus éloignée. En revanche, on est bien dans une continuité du nouveau Front populaire, et donc on invite à toutes ces personnes qui se sont mobilisées en 2024 pour que ce programme puisse être arrivé au pouvoir à l'Assemblée nationale, à se mobiliser à nouveau pour qu'il puisse être décliné au niveau municipal. C'est pour ça qu'à partir du début d'année, mais plus particulièrement du mois de mai, on a fait un appel public. On a fait cet appel dans la presse, mais on l'a fait également sur nos différents réseaux sociaux, aux partenaires du nouveau Front populaire pour être dans la continuité de cette union. Déjà, peut-être dans un premier temps, répondre à une question qu'on pourrait nous poser et qu'on nous pose souvent par rapport au Parti socialiste et à Place Publique, qui eux aussi ont eu des communications dans la presse. Et il faut rappeler quelque chose qui nous paraît déjà fondamental, c'est que ces deux forces politiques ont d'emblée, avant même que nous fassions cet appel à l'union, rappeler qu'elle ne souhaitait pas travailler avec nous au niveau local. Et quand on voit l'attitude du Parti socialiste au niveau national, à l'Assemblée, qui est capable d'accepter la continuité du macronisme et de ne pas donc se mettre en rupture, il y a pour nous une cohérence politique de dire qu'ici, au niveau local, eh bien nous, on choisit de s'allier avec les forces politiques qui sont en rupture ferme avec le macronisme. Donc on a fait un appel public, effectivement, à partir du mois de mai, pour appeler les forces de gauche qui s'opposent fermement au macronisme, ici localement, à discuter sérieusement avec nous d'une union dès le premier tour. Force est de constater que pour l'instant, on n'a pas eu de retour de la part d'Europe Écologie Les Verts, qui est aux abonnés absents. Donc ça nous interroge. Visiblement, ils auraient décidé de fusionner avec Angoulême Collectif. Voilà. Ensuite, concernant le Parti communiste français, on a eu plusieurs rendez-vous avec eux qui étaient plutôt positifs, plutôt de bon augure. On a parlé du programme, puisque nous, on veut partir du programme pour construire une union. Mais pour l'instant, on est en attente d'un retour de leur part. Et pour ce qui est d'Angoulême Collectif, eh bien là, c'est là que l'étonnement est le plus grand, puisque nous avons, des échanges récurrents avec non seulement les membres de leur collectif, et avec des membres d'Europe Écologie qui sont membres d'Angoulême Collectif. Oui, exactement. D'ailleurs. On a des échanges avec eux. Et puis, en tant que collectif qui participe aux élections municipales, on les a rencontrés à plusieurs reprises, en janvier, en mai. Et ces réunions ont été l'occasion de préciser quelles étaient en quelque sorte, nous, nos conditions. Donc, on a expliqué que si on s'allie avec une autre force politique au premier tour, c'est avec 9 points programmatiques qui sont pour nous indépassables. Hein, on peut pas faire sans ça. On a parlé aussi, effectivement, comme je le disais, de s'opposer fermement au macronisme et puis à la gestion austéritaire des communes, comme ça se passe actuellement dans beaucoup d'endroits. Et on est assez déçus parce que on a eu ces réunions, on n'a eu aucun retour sur le fond, ce qui nous paraît être fondamental, de savoir si ces gens qui disent travailler si activement dans leur collectif sont d'accord ou pas sur ces propositions politiques. Bon, on n'a pas de réponse sur le fond. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce collectif a décidé récemment de trancher pour rejeter l'union avec nous pour le premier tour. Donc, c'est dommageable, on pense, parce que ils en porteront la responsabilité devant les électeurs, puisqu'il y a une demande d'union qui est présente, et on estime que on doit répondre et on doit porter ensemble ce programme. Et justement, quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer de ces retours que vous avez eus ? En tout cas, quelle conclusion est-ce que vous tirez de tout ça ? Du coup, j'ai envie de dire, si l'union, on ne peut pas les faire avec les différentes organisations, on peut en tout cas faire l'union à la base. Et c'est un petit peu ce que nous, on propose. Aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Et là, en l'occurrence, pour l'élection municipale, puisque les autres organisations du NFP ne veulent pas poursuivre le NFP, nous, on va poursuivre le NFP sans eux. Et c'est d'ailleurs pour ça, que je donne une exclue pour ceux qui ont pas l'information, qu'on a choisi de s'appeler l'Union populaire Angoulême pour ces élections municipales. C'est-à-dire cette idée de dire ce qu'on recherche, c'est pas l'union des structures, l'union des appareils, mais l'union de la population autour d'un programme de transformation sociale et écologique et démocratique. Et donc avec cette idée de pouvoir poursuivre le rassemblement sur la base
de la déclinaison du programme du NFP à l'échelle municipale. Et comme l'a dit tout à l'heure Mathieu, en prenant en compte les remontées programmatiques de l'enquête et des différents échanges avec les acteurs locaux. Donc en parlant du programme, vous avez commencé la campagne municipale il y a peu en lançant une pétition pour la gratuité des cantines scolaires primaires et maternelles, puisque c'est la responsabilité, c'est dans les pouvoirs de la mairie, de la commune. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous pencher sur ce sujet particulièrement ? Donc déjà, quand on était sur le terrain au moment des enquêtes, quand on faisait du porte-à-porte, on s'est rendu compte, c'est quelque chose qu'on savait déjà, mais ça s'est confirmé sur le terrain, c'est que beaucoup de gens ont du mal à boucler les fins de mois, et en particulier les familles, donc les gens qui ont des enfants. C'est d'ailleurs pas si étonnant que ça. On voit aujourd'hui, les gens de ma génération, c'est toujours assez compliqué de prendre la décision de se dire est-ce qu'on va faire ou pas un enfant, parce qu'on sait que ça va avoir certains coûts, et aujourd'hui, vu que le coût de la vie, ça devient assez compliqué, beaucoup de gens ont du mal à prendre ce type de décision. Et donc, face aux difficultés que rencontrent les familles, qu'a fait la mairie ? C'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, depuis le second mandat, le prix d'un ticket, d'un repas à la cantine scolaire a augmenté entre 16,2 jusqu'à 19,2% selon le quotient familial. Donc il y a une augmentation du coût du prix de la cantine, alors que les gens ils ont du mal à boucler les fins de mois. Donc là, on s'est dit, ça fait partie de l'un des enjeux pour nous, parce que pour nous, les enfants, ça doit être la priorité. Et donc, on s'est dit, tiens, on va faire une pétition sur ce sujet-là, parce que pour nous, on pense que c'est essentiel. Alors, c'est pas seulement essentiel sur la question du pouvoir d'achat, mais c'est aussi un principe. Et à un moment donné, l'éducation, pour nous, c'est censé être gratuit. Les grandes lois de la Troisième République, on en a fait comme un sanctuaire, un symbole, etc. Et on voit dans les faits, on est très loin de ça. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que ce qu'on propose, c'est la gratuité immédiate de la cantine scolaire pour les familles modestes, pour les familles qui sont en difficulté, et avec un objectif donc de baisser le prix des cantines scolaires pour atteindre la gratuité au fur et à mesure du mandat pour les classes moyennes. Oui, c'est l'accessibilité surtout à tous. Oui, voilà. Et également des fournitures scolaires aussi. Et voilà, c'est ça. Voilà, ça pour revenir sur le principe de gratuité, comme tu le disais, nous on défend la gratuité de l'école, donc les fournitures scolaires, pour nous, ça doit être totalement gratuit. Et puis il y a aussi quelque chose qui nous semble important, c'est qu'on sait que les familles les plus précarisées, c'est celles qui sont le plus touché par la malnutrition et parfois par la sous-nutrition. Donc pour nous, il y avait un enjeu à faire en sorte que les gamins puissent manger déjà et manger correctement. Mais comment est-ce que vous comptez mettre en place justement cette mesure de votre programme ? C'est important de budgéter cette mesure parce que on aspire quand même à gérer la ville. Donc nous, on avait chiffré la mesure à 1,3 million. Et quand on l'a mis, on va dire, sur le débat public, et notamment que la presse s'en est saisie, la mairie d'Angoulême avait répondu en disant oui, il s'agirait plutôt de 1 million. Bon, nous, on se garde quand même le virgule 3, les 300 000, parce que le bénéfice du doute, et puis surtout parce que le but, c'est également d'améliorer la qualité, parce que on a également un objectif d'aller vers un maximum, et si possible 100%, de bio et de local, puisque évidemment c'est bien beau d'offrir de la nourriture aux enfants, mais encore faut-il qu'elle soit de qualité, et ça c'est quelque chose sur laquelle on ne transigera pas. Donc justement, il y a des gens qui pensent que ce serait incompatible, donc ces deux mesures-là, et à l'annonce donc de la mesure, de l'objectif de la cantine gratuite, il y a des personnalités de droite qui ont indiqué que la gratuité ferait plutôt baisser la qualité et que ça ferait aussi augmenter les impôts. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Est-ce que c'est fondé ? Pour nous, ça n'a aucun sens. C'est un sujet de priorité budgétaire. Nous, on choisit de mettre la priorité là-dessus parce que ça nous paraît être très important. Prenons, un exemple très concret. Un enfant, et on sait qu'il y en a, qui, par difficulté financière de sa famille, n'est pas inscrit à la cantine. Donc, on a eu des témoignages qui nous ont attesté de ça, à Angoulême. Donc, cet enfant rentre chez lui ou chez elle, entre midi et 2, et se retrouve face aux placards qui sont soit partiellement plein, soit complètement vide. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, cet enfant ? Il va prendre ce qu'il y a.
Et peut-être que il va manger quelque chose on sait pas, un bol de céréales, quelque chose qui est pas du tout adapté, qui est pas un repas équilibré, qui est pas un repas avec une entrée, un plat, un dessert. Donc nous, on estime que partant de la situation et partant des besoins et partant de la galère de certaines familles, le fait de garantir à chaque enfant de pouvoir manger à la cantine le midi, c'est déjà un gain énorme en termes de qualité nutritionnelle. Et ensuite, il n'est pas exclu de pouvoir augmenter cette qualité. Et c'est un de nos objectifs politiques. Et on sait que d'ailleurs que le fait de passer par des commandes publiques à l'égard de producteurs locaux et d'engager des mesures pour qu'on passe en bio, voire à parfois des repas végétariens, on sait dans les chiffres que ça implique une baisse du gaspillage alimentaire, et que ça peut amener à un processus, un cercle vertueux pour les finances publiques. Et pour ce qui est des critiques qui ont été formulées par la droite, je pense qu'il faut là s'y attarder un petit peu, parce que ça nous paraît grave. Hein. La première déjà concernant la réaction dans la presse de la majorité de Xavier Bonnefond concernant cette proposition, qui nous dit, je cite, « Certaines cantines se trouveraient saturées. On devrait engager des travaux d'agrandissement, davantage d'encadrement. » Sous-entendu, de nombreuses familles inscriraient nouvellement leurs enfants parce que la gratuité serait soi-disant séduisante. Donc nous, ça nous interroge, parce qu'on se dit... visiblement, du fait de cette déclaration, on apprend que la mairie est consciente du fait qu'il y a des difficultés financières pour beaucoup de familles, et donc, conséquence, que des enfants ne mangent pas à la cantine et peut-être ne mangent pas à leur faim. Donc, ça nous interroge. N'y a-t-il pas un problème dans la situation actuelle si certains ne sont pas inscrits à cause du tarif qui a augmenté par ailleurs. Deuxième réaction qui nous a un peu étonnés, ça a été celle de Vincent You, l'ancien adjoint de Xavier Bonnefond, qui lui pose le principe suivant: si la cantine est gratuite, les parents se déresponsabilisent de leur rôle de nourrir leurs enfants, et a fortiori de les nourrir correctement. Donc nous, on se dit, comment entendre ça ? Est-ce que le message derrière, c'est de dire que les parents qui n'inscrivent pas leurs enfants à la cantine parce qu'ils n'en ont pas les moyens ne sont pas dignes de confiance vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants? Parce que si c'est ça, c'est hautement problématique. Ces deux réactions nous interpellent sur la manière qu'a la droite locale de considérer les classes populaires, qui sont soit invisibilisées de la gestion municipale, puisqu'on ne prend pas en compte leurs difficultés financières et les conséquences que ça a sur la vie des enfants, ou qui considèrent que les parents ne sont pas dignes de confiance pour élever leurs enfants. Donc, puisque le mot a été donné tout à l'heure, on considère qu'il faut sortir de ce mépris. Il faut sortir de ce mépris vis-à-vis des classes populaires. Et puis c'est là qu'on voit aussi qu'on n'a pas du tout le même sens des priorités, nous, avec eux. Quand nous, on parle de sous-nutrition, de malnutrition d'enfants, eux, qu'est-ce qu'ils proposent à côté ? C'est l'uniforme. L'uniforme pour les enfants. On voit là, clairement, chacun a sa priorité pour l'école. Uniforme qui va coûter par ailleurs de l'argent. Bien sûr, évidemment. Il y a aussi là, à un moment donné, des choix budgétaires à faire. Soit on décide de mettre de l'argent dans des trucs qui servent strictement à rien, soit on décide de mettre de l'argent dans des choses qui vont toucher concrètement la vie des gens. Qui sont cruciales, oui. Et qu'est-ce qu'on peut répondre aussi à ceux qui disent et qui estiment que les familles les plus aisées, en tout cas, elles peuvent se permettre de payer la cantine. Donc tout va bien. Pour nous, en tout cas, à l'heure actuelle, il n'est pas question de gratuité pour absolument tout le monde, même si, idéalement, c'est ce vers quoi il faudrait tendre. En fait, nous, dans un système idéal, on aimerait que la cantine soit gratuite pour absolument tout le monde, y compris pour les enfants de Bernard Arnault, à la condition que Bernard Arnault et je prends cet exemple-là, mais globalement, les personnes les plus riches de ce pays payent leur juste part en proportionnalité de leurs revenus en impôts. Parce que du coup, ça permettrait les impôts d'alimenter un service public de l'éducation nationale et la cantine scolaire pour justement permettre à ce que les enfants soient égaux devant ce service public. Donc ça, c'est notre situation idéale. Mais la mairie ne régit pas les impôts nationaux. Donc c'est pour ça qu'on règle en fait ce problème d'inégalité en compensant ça au niveau d'une gratuité au départ pour certaines parties de la population. Ce sera quoi les prochaines étapes pour la France Insoumise à Angoulême, donc les prochaines étapes de la campagne municipale ?
Dans les prochaines semaines, on va poursuivre le travail sur le terrain, donc le travail de porte-à-porte, le travail de pétition, continuer à échanger avec les habitants un maximum, y compris avec les acteurs locaux, les associations, les collectifs, les syndicats autour de nos premières propositions, donc y compris celle de la cantine gratuite. Et nous sommes en train de finaliser le programme qui sera présenté très bientôt. Pour concrétiser cette mesure de la cantine gratuite et pour vraiment l'implanter dans le débat public, parce que c'est vraiment important que ces élections municipales, elles parlent des vrais sujets, comme tu l'as dit Anthony, et pas de gadgets. Et donc nous vous invitons toutes et tous qui nous regardez à nous rejoindre, à rejoindre l'effort collectif pour poursuivre la dynamique du nouveau Front populaire et pour défendre son programme, parce qu'on considère qu'il est toujours d'actualité. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est de préciser que la cantine gratuite, c'était quelque chose qui avait été porté, signé par toutes les forces qui s'étaient mis d'accord pour porter le nouveau Front populaire aux élections législatives de l'année dernière. Donc poursuivons cet effort collectif et on a besoin de vous. Eh bien, merci beaucoup à vous trois, merci à l'équipe technique, merci à vous d'avoir regardé cet épisode de la Cagouille Insoumise, et à bientôt. Merci Morgane. Merci. Merci Morgane. Merci à vous.